Bonjour à toutes. Nous venons de deux entreprises différentes. Donc, il y a Implicity et Prima. Donc, Implicity représenté ici. Bonjour. On vous voit pas, vous êtes dans le noir. Voilà. Et donc, Prima, on est tous les deux en stage chez Prima du côté technique de Prima. Ce sont deux entreprises qui lient data et santé. Eh ben, on va tout de suite commencer. Donc, il faut savoir que le cancer, il touche une personne sur 4. Donc, dans la salle, déjà, ça fait un peu de monde. C'est un peu déprimant comme nouvelle. Et donc, imaginons qu'un jour dans votre vie, vous soyez confronté à ça et vous irez chez le médecin. Et le médecin vous dira il faudrait peut-être faire un prélèvement, le faire analyser. Et donc, le prélèvement que vous allez faire, il va être envoyé dans un laboratoire d'anatomopathologie. Et il va être préparé pour être mis sur des lames, donc des lames comme on voit en sciences de toute façon. Le médecin va ensuite analyser des lames qui ont été préparées, qui ont mis un peu de temps à être préparées, et doit rendre un diagnostic. Et vous aurez sûrement votre réponse sous 3 semaines. Attends, 3 semaines? C'est super long. J'ai un cancer. Qu'est-ce que je fais? Donc 3 semaines, c'est assez long parce que les médecins ont beaucoup de lames analysées, il y a de plus en plus de cancers et surtout ils sont de mieux en mieux diagnostiqués. Mais le nombre des médecins, comme vous savez tous, j'imagine, il ne va pas en grandissant. Donc c'est là que ça va prendre du temps, c'est que des médecins, ils ont énormément de lames analysées. Donc du coup, pour améliorer un peu le processus et avoir des résultats plus rapidement, ce qu'il faudrait, c'est aider tout simplement les médecins. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est par exemple un petit logiciel qui pourrait aider les médecins dans leur analyse et leur faire gagner du temps. Et je pense que c'est pour ça que Fanny, Marie et Stéphane Sockel, ils ont créé Prima. Donc c'est une entreprise qui va leur donner un logiciel aux médecins qui va permettre d'aller beaucoup plus rapidement dans leurs analyses. Donc dans un premier temps, en donnant des informations sur la lame qu'ils sont en train d'analyser, donc dire si elle est directement saine, s'il y a des suspicions de cancer, etc. Donc dans un premier temps, on va éliminer tous les cas simples de l'anatomopathologiste, puisque 80% du temps, il va regarder des lames saines en fait, où il n'y a rien à voir dessus. Donc l'intelligence artificielle va pouvoir éliminer tous ces cas très rapidement et faire gagner du temps au médecin qui va pouvoir se concentrer sur les cas plus compliqués et plus intéressants pour lui. Et dans un second temps, on va aussi pouvoir avoir une deuxième lecture de la lame qui va pouvoir empêcher certaines erreurs, par exemple d'inattention du médecin, parce que le médecin est un humain et ça arrive à tout le monde de faire des erreurs d'inattention. Et du coup, ce logiciel va pouvoir aider les médecins à améliorer la rapidité et la fiabilité de la lecture des lames. Et donc, probablement, on va pouvoir sauver des vies plus tard. Mais ce que je comprends pas, c'est pourquoi on faisait pas ça avant, en fait. Comme dans plein de domaines de la data science, le problème avant, c'était surtout la puissance de calcul, aussi les données, ou avoir des données, ou les récupérer. Et dans le domaine de la santé, il y a beaucoup de données qui sont de plus en plus disponibles. Chaque fois, elles sont surtout disponibles en open source sur Internet. On peut trouver plein de bases de données. Et après, le challenge, c'est que nous, on travaille beaucoup avec des images, et des grosses images, donc des images qui peuvent faire plus d'1 giga parfois, et sur lesquelles on zoome. En fait, c'est un peu comme sur Google Maps. Plus tu zoomes, plus c'est net. C'est tout le temps net jusqu'au niveau cellulaire. Et nous, c'est notre matière première, c'est avec ça qu'on travaille. Et donc, le challenge, c'est de réussir à faire passer ces images dans des réseaux, ce qu'on commence à pouvoir de mieux en mieux faire. Donc, pour résumer, finalement, on a enfin la matière première pour faire tourner nos algorithmes. On a l'usine qui peut accepter la matière première, mais il faut juste construire toutes les machines qui vont faire passer cette matière première afin de réaliser un diagnostic. Et c'est totalement des algorithmes qui vont analyser des images. Et le problème, ça va être d'implémenter tous ces algorithmes. Dans une vision naïve de ces algorithmes pourrait être de reproduire le pattern d'un médecin. C'est-à-dire, on a une lame, on va la regarder en gros, on va zoomer une partie, on va dézoomer, on va regarder un autre point d'intérêt, etc. Le problème, il y a un très gros problème dans cet algorithme, c'est qu'on n'arrive pas encore maintenant à comprendre vraiment comment le cerveau fait
pour reconnaître les images, pour reconnaître ce qui est un arbre, ce qui est un être humain, pourquoi, comment reconnaître les choses en fait. C'est inconscient. En fait, quand on est tellement habitué depuis qu'on est tout petit à regarder des choses et à les analyser, on sait que c'est un humain, on sait que c'est un arbre, mais pour une intelligence artificielle, ça vient pas immédiatement, et donc c'est difficile de reproduire ce même schéma dans l'informatique. Aujourd'hui, on a donc des noyaux de convolution qui imitent à peu près la vision de l'homme et qui vont pouvoir extraire des caractéristiques mathématiques sur les images. Donc ici, par exemple, à différentes échelles, on va pouvoir extraire des caractéristiques mathématiques et faire des liens entre elles avec de l'intelligence artificielle, donc qui va apprendre au fur et à mesure. Le problème d'une intelligence artificielle, c'est que contrairement à un cerveau humain, un cerveau humain, il est actif depuis... Un cerveau humain d'un médecin est actif depuis 30 ans, il est structuré. Donc, en voyant une pathologie, il lui suffit de 2-3 pathologies pour comprendre ce qu'est cette pathologie et le reconnaître à tous les coups. Une intelligence artificielle, elle a été créée de zéro, elle n'est pas du tout structurée. Du coup, il va lui falloir des millions d'exemples avant d'être au moins aussi fiable qu'un médecin, parce qu'elle n'a aucune structure de base, en fait. Mais finalement, ces deux visions, elles peuvent être complémentaires, puisque d'une part, on a la vision humaine un peu abstraite du médecin, et la vision, disons, plus mathématique de l'intelligence artificielle. Et ce combo de deux visions va permettre d'offrir un meilleur diagnostic, dans notre cas, donc dans le cas de l'anatomopathologie, d'offrir un meilleur diagnostic et donc d'apporter des informations complémentaires, en fait. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, dans la recherche, on a des bons résultats dans la détection des cancers, etc. Dans la recherche, c'est très bien. Il y a beaucoup de papiers qui en parlent, qui sortent tous les ans. Mais le problème, c'est que dans les hôpitaux et les cliniques, c'est encore très très marginal en France. Il y a très peu de laboratoires ou d'hôpitaux ou de cliniques qui utilisent ces solutions. Et c'est quand même un des buts dans ces prochaines années, je pense, de pouvoir améliorer la vie des médecins, la vie des patients, en implémentant toutes ces solutions dans les hôpitaux et les cliniques. D'une part, pour conclure, ça permettrait en fait de combler notre problème de temps de diagnostic. Si vous avez un cancer, vous avez envie de le savoir vite, et le médecin ne croit pas pour le moment. Et ça permettrait aussi d'uniformiser les critères sur lesquels se basent les médecins, parce que évidemment ça peut varier un petit peu d'un hôpital à l'autre. Parfois on va traiter le cancer différemment d'un hôpital à l'autre, et en fait essayer de baser les diagnostics sur le même schéma permettrait donc d'uniformiser tout ça, tous ces critères que les médecins donnent. Et en plus, dans les pays qui ont très 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 peu de médecins, notamment les pays en voie de développement, ça pourrait être une grande aide pour les populations d'avoir enfin cette aide qui va pouvoir, un médecin à la place de traiter un patient, il va pouvoir en traiter 3 parce que son métier va pouvoir aller beaucoup plus vite finalement. Ouais. Donc on aura également une uniformisation des moyens par les médecins dans tous les pays du monde. Voilà. Et donc c'est tout pour nous. Si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations, n'hésitez pas à passer à notre stand avec Implicity et Prima. On est juste à la sortie à droite. Voilà. Ok, donc moi je suis de la société Implicity, donc implicity.fr. On est dans le domaine de la cardiologie. On a été, donc je suis un cofondateur et je suis associé avec un cardiologue qui a été confronté à un problème. Oui, voilà, c'est nous. C'est-à-dire qu'en fait, il implantait les pacemakers. Donc les pacemakers, vous savez tout ce que c'est. C'est des appareils électroniques implantables qui permettent de traiter les problèmes électriques du cœur, donc accélérer le cœur ou faire une défibrillation dans le cas des problèmes plus compliqués. Et donc ce médecin s'est rendu compte qu'il y avait la possibilité de faire du télésuivi. Alors je suis désolé, ma présentation est en anglais. Il y avait la possibilité de faire du télésuivi des prothèses à distance depuis à peu près 2007. Et il s'est rendu compte que cette possibilité de suivre à distance les patients permettait d'avoir beaucoup de bénéfices à la fois pour le médecin et pour le patient. Est-ce que ça marche ? Voilà.
Donc, en gros, on parle d'IoT depuis quelques années, mais depuis à peu près 2007, il y a énormément de patients dans le monde qui sont équipés de prothèses cardiaques connectées, et toutes ces prothèses peuvent, tous ces pacemakers et défibrillateurs peuvent transmettre de la donnée tous les jours. Il y a dans le monde à peu près 5 grandes marques qui proposent ces implants, et ça fait à peu près donc 10 millions de patients en Europe et 6 millions aux États-Unis. Et donc c'est un système implantable qui est largement déployé dans le monde. Et les recommandations médicales préconisent de suivre à distance la totalité des patients depuis à peu près 2015. Donc c'est la classe 1A. Pourquoi cette recommandation a été décidée? Parce que en fait, elle permet de diminuer la mortalité de 40% en un an. Donc c'est assez considérable. C'est meilleur qu'un médicament. Et puis ça permet également de baisser du coup le coût de prise en charge des patients, parce que si on évite des problèmes, forcément ça coûte moins cher. Tous les pacemakers et défibrillateurs doivent être télésuivis, mais malheureusement, ils ne sont pas tous télésuivis. Si vous connaissez des gens qui ont un pacemaker ou un défibrillateur, 10% des gens en Europe sont suivis à distance par leur médecin et 30% aux États-Unis. Alors pourquoi peu de gens sont suivis? Parce qu'il y a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'il y a 5 fabricants, 5 plateformes web, c'est compliqué pour le médecin, il y a 5 mots de passe, etc. Il y a aussi beaucoup d'alertes inutiles, donc à peu près 90% des alertes ne déclenchent aucune action du médecin, donc c'est un peu du temps perdu. Donc les médecins décident de couper les systèmes d'alerte ou de pas suivre leurs patients finalement. Il décide s'il y a un problème, en fait, le patient a qu'à aller aux urgences. Et les dernières difficultés pour le télésuivi, c'est qu'il faut organiser l'équipe médicale. En fait, il y a des actions à faire une fois qu'on a vu une alerte. Il faut appeler le patient, il faut prendre rendez-vous, etc. C'est un peu compliqué. Et donc, qu'est-ce qu'on propose chez Implicity? Nous, on propose une plateforme unique qui permet de recevoir les données de toutes les marques, tous les fabricants. On a également un système de filtrage automatique des alertes par une IA basée, alors pas sur le machine learning, mais sur le web sémantique. C'est une autre techno qui permet de faire de la modélisation des connaissances pour appliquer un peu comme des règles en mieux, pour pouvoir filtrer les alertes inutiles. Et pour faire gagner du temps aux médecins. Et ensuite, la plateforme permet bien sûr de collaborer à l'équipe médicale. Donc, en général, dans les services, il y a à peu près 5 personnes, enfin entre 2 et 5 personnes qui s'occupent des alertes de plusieurs centaines, voire milliers de patients. Et donc, notre plateforme permet à tout le monde de collaborer pour se répartir les tâches entre les infirmières et les médecins. On a 27 hôpitaux clients, 15 000 patients suivis, et voilà, en 2 ans, on a 15 000 patients sur la plateforme, ce qui est assez considérable. On est leader en Europe. Hop là, voilà. Donc à quoi ressemble notre plateforme? À ça. Donc c'est une plateforme web qui reçoit plein de données tous les jours. À 3 heures du matin, le pacemaker en fait reçoit des données. Transmet les données à une box au domicile du patient, et cette box par GSM transmet sur le serveur du fabricant, et nous on est connecté à tous les fabricants et on reçoit les données. Pardon. D'accord. Donc on reçoit plein de données, et donc il y a des données qui sont des courbes, des time series, et on a aussi des alertes, par exemple des messages textes qui sont en fait des diagnostics qui sont faits par les pacemakers et qui sont envoyés directement à la plateforme, donc on n'a pas besoin de faire de traitement. Et donc cette plateforme a beaucoup d'informations, et elle permet de faire gagner beaucoup de temps à l'équipe médicale. Parce qu'on a organisé les données de façon assez efficace, et on a un nombre de clics pour atteindre l'information qui est très réduit. Donc la plateforme a été faite par un médecin pour les médecins, donc ça se passe bien dans ce sens-là. On est vraiment orienté médecin. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire, parce que vous êtes spécialiste de l'IA. Donc on a, comme je vous disais, 2 technos d'IA. Une première techno qui est du web sémantique pour faire de l'aide à la décision sur la base de modèles de connaissances
Donc, on utilise par exemple le langage OWL, qui est un langage qui permet d'échanger de la connaissance entre les serveurs. Et également, bien entendu, comme on reçoit plein de données de plein de patients, on a un gros dataset pour faire du machine learning. Et on a, ce qui est très important en santé, un consentement du patient pour faire de la recherche. Parce que bien évidemment, tous ces patients qui ont une prothèse implantable ont donné leur consentement à l'implantation. Et on a un double consentement qui est avec une case pour le télésuivi et une case pour la recherche médicale. Et donc, on a une bonne partie des patients qui ont donné leur consentement, ce qui nous permet de travailler dessus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en machine learning? On fait de l'aide au diagnostic, notamment ce qu'on veut faire, c'est pas encore opérationnel, mais ce qu'on veut faire, c'est la prédiction de problèmes cardiaques, notamment l'insuffisance cardiaque. Il faut savoir qu'il y a en fait, en France et dans tous les pays industrialisés, en fait, un gros problème au niveau des coûts de prise en charge des patients qui font des crises de décompensation cardiaque. C'est la pathologie la plus coûteuse dans les pays industrialisés. Et donc, ce qu'on souhaiterait, nous, c'est utiliser les données de pacemaker pour prédire une crise et donner le maximum de temps aux médecins pour intervenir, pour éviter cette crise, donc faire de la prédiction. Donc voilà, on a plein de projets chez Implicity, on recherche des stagiaires. Si ça vous intéresse de travailler dans le domaine médical et de sauver des vies, vous pouvez venir chez nous, on vous accueillera à bras ouverts. On est à Paris, dans le 15e, on est 27 ou 28 personnes, et voilà, donc on a 15 000 patients et on a plein de choses à faire. Alors ce qui est intéressant chez Implicity, c'est qu'en fait, on reçoit des données tous les jours, des prothèses, on a une plateforme qui accueille ces données et on a des utilisateurs en face qui sont les médecins, des centres hospitaliers. Et en même temps, on a une équipe de data scientists qui travaille sur des projets de recherche sur la base de ces données. Donc en fait, on reçoit les données, on fait des algos et en même temps, on a des clients qui sont directement utilisateurs. Donc on a toute la chaîne pour pouvoir faire des choses intéressantes. Voilà, merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Alors en fait, tu m'entends? Ouais. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a implémenté les recommandations médicales et on a une IA qui fait la même chose que ce que fait un médecin. On a fait une étude clinique sur à peu près 1800 alertes, 60 patients, 1800 alertes. En fait, on a une réduction de 84% des alertes. Et c'est exactement ce que fait le médecin. On a comparé un médecin versus l'IA et en fait, il n'y a aucune différence. Il y a une toute petite différence qui est due, dans notre étude, c'était dû à la qualité des informations qu'on avait sur le dossier médical. Mais, en fait, implémenter des règles, c'est assez facile. Le problème, c'est d'avoir suffisamment de données sur le patient, d'avoir un dossier médical qui est complet pour pouvoir prendre une décision. Et souvent, il manque des choses. Du coup, finalement, on peut pas prendre... il y a des cas où on ne peut pas prendre de décision, tout simplement parce qu'on a besoin de vérifier une information. Voilà. Mais en tout cas, quand on a l'information, le système marche très bien. Voilà. Alors, on a une petite équipe, hein, on est 5 en data science, et effectivement, on a sur l'ensemble de l'équipe Implicity, il n'y a que 5 personnes qui sont dans l'équipe de R&D, dont je fais partie. Et effectivement, les profils, c'est école d'ingénieur ou université, avec un master en machine learning, mais c'est pas, en fait, on a des profils très très variés en fait. Donc je peux pas dire. On a justement on a une personne qui qui est attachée de recherche clinique, donc qui a un parcours universitaire. On a deux personnes qui viennent d'écoles, école classique d'ingénieurs. Et puis, on est ouvert un peu à des profils différents parce qu'en fait, on est à la croisée de plusieurs domaines. Donc, on a besoin d'avoir des gens aussi qui sont un peu, qui viennent un peu de domaines différents. Donc, voilà, on n'est pas. Non, pas forcément. Donc, il y a des gens qui sont plutôt un profil plutôt développeur, des gens qui sont plutôt effectivement dans
dans la data science, mais pas. En fait, les gens chez nous sont pas expérimentés. On n'a pas de senior data scientist, mais on a en fait des gens qui sont jeunes et qui sont brillants et des gens qui sont des experts du domaine médical. Donc en fait, c'est la double expertise qui permet de régler les problèmes. Il faut échanger beaucoup avec les médecins et apprendre des médecins, parce qu'en fait, on peut faire du machine learning from scratch, mais on a besoin aussi de récupérer de l'information, de récupérer la connaissance des médecins pour pouvoir gagner du temps et faire des modèles qui fonctionnent. Notamment l'IA basé modèle de connaissance. En fait, on a passé du temps avec les médecins pour savoir comment ils prenaient leurs décisions pour pouvoir les modéliser. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Enfin, en tout cas, pour en revenir au recrutement, en fait, on a rencontré des gens qui avaient des CV hallucinants et qui avaient des offres de grosses sociétés bien connues. Et en fait, le fait de travailler dans le domaine médical et de sauver des vies, en fait, c'est un argument très important. On voit que ça marche pas mal pour attirer les gens compétents. Et il y a des gens qui venaient de la finance, qui avaient fait une première expérience dans le domaine de la finance, et voilà, qui avaient besoin de changer d'activité. Et effectivement, on connaît tous quelqu'un qui a soit un pacemaker, soit qui a un problème cardiaque à un moment donné. Enfin, il y a beaucoup de gens, et du coup, ça fait du sens de travailler dans le domaine médical. Mais c'est très difficile parce que, je ne sais pas comment vous avez fait pour avoir vos données, mais en général, en France, en Europe, on n'a pas des données de santé comme ça, on n'a pas de dataset avec des labels. Tu disais qu'on le trouvait en open source, mais en fait, c'est pas si facile que ça, quoi. En tout cas, nous, Implicity, on n'a rien trouvé. Il a fallu qu'on fasse d'abord la plateforme pour récupérer les données, pour ensuite pouvoir travailler. En fait, nos données, elles viennent soit elles peuvent venir d'open source, mais elles peuvent aussi venir de la plateforme. Une fois qu'on a l'accord des personnes et des médecins. Donc si tu as 100 000 patients, tu dois avoir 100 000 accords, quoi. Et ce qui se passe en fait sur la labellisation, c'est qu'en fait on a souvent de la donnée non labellisée, nous en fait. Et ce qui se passe, c'est qu'on la labellise nous-mêmes avec un des cofondateurs est médecin anatomopathologiste justement, donc elle labellise elle-même les données. Et voilà, en fait, on n'a pas de données labellisées finalement. Ouais, donc c'est vraiment le problème en santé, c'est qu'il faut avoir des données, avoir le droit de les recevoir et avoir des labels. Enfin, si on fait du machine learning, avoir des labels. Et ces labels doivent être de qualité, sinon ça ne sert à rien reproduire des erreurs des autres. Donc du coup, c'est un vrai problème en santé. D'ailleurs, nous, chez Implicity, on est très contents. On a été retenu par le Health Data Hub. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un organisme qui permet de créer des bulles sécurisées pour recueillir de la donnée de santé, notamment de la CNAM, donc de la Sécu en France, pour pouvoir faire de la recherche sur ces données. Et donc, on a un projet en route, notamment sur l'insuffisance cardiaque, qui dans cette bulle donc du Health Data Hub et ce Health Data Hub nous permet d'accéder aux données de tous les patients de France. Donc c'est vraiment très très intéressant. C'est quelque chose qui avant s'appelait l'INDS, Institut national des données de santé, qui maintenant devient le Health Data Hub et qui va permettre aux sociétés comme nous d'accéder à des données plus facilement dans le cadre réglementaire, dans un cadre réglementaire bien défini. Et je pense que ça va faire avancer beaucoup les projets de recherche. Malheureusement, il n'y a pas la place pour beaucoup de monde. Il y a eu 10 projets sélectionnés cette année, donc on a la chance d'en faire partie. Voilà, donc c'est un moyen d'accéder à des données. Alors c'est des données plutôt comptables, c'est-à-dire que c'est tout ce qui passe dans la Sécu, donc les actes médicaux, etc. Tout le parcours de soins, c'est pas des images comme vous avez vous, mais bon, c'est une partie des données qui permet d'avancer sur certains sujets. Et du coup, pour revenir sur les données aussi, on avait parlé aussi de la différence entre la recherche et le milieu des hôpitaux et des cliniques. En fait, ce qui va se passer, c'est que, donc, comme tu disais, il fallait avoir des bases de très bonne qualité. Et c'est un gros problème puisque quand on repère un cancer n'est pas délimité en fait. Dans une lame, dans les cellules, c'est pas délimité. C'est juste
un ensemble de cellules qui se développent anormalement. Donc il y a une frontière qui n'est pas du tout nette. Et quand on va labelliser ces données-là, on va prendre un peu de tissu sain, un peu de tissu cancéreux. Donc pour le mettre dans les modèles, pour faire apprendre une machine, c'est très dur. Et c'est là un des grands sur ce grand travail finalement, parce que c'est voilà, ici le plus gros problème. Et c'est ici où il y a une différence entre la recherche et l'implémentation en hôpital. Puisqu'en recherche, on a juste un carré très bien délimité, il faut le labelliser, il n'y a pas de problème. Mais nous, on veut labelliser une lame entière, donc on est dans le concret, dans le monde réel finalement, au lieu de la petite bulle de la recherche. Et il y a énormément de travail à faire là-dedans qui n'est pas fait dans la recherche. Et c'est sur quoi on travaille concrètement en fait, pour pouvoir implémenter vraiment dans le monde réel ce qui se passe dans la recherche. Et il y a un très très grand fossé. Eh bien, ce qui se passe, c'est que bon, bah, on peut relier ça à un problème de segmentation classique en fait. Donc c'est segmenter une image comme quand une voiture veut segmenter la route. Il y a la partie route, la partie arbre, etc. Nous on a la partie cancer de type 1, cancer de type 2, kyste et métaplasie apocrine quoi. Enfin voilà, on a des fonctions mathématiques, donc il y a le dice loss, etc. Pour calculer tout ça. Mais on a aussi d'autres éléments de mesure parce qu'il y a des pathologies qui sont petites, des pathologies qui sont grandes, donc il faut bien faire attention. On prend par exemple un échantillon de 1000 kystes et on peut connaître la performance de notre algorithme sur les kystes en fait, ou 1000 cancers de type 1, on a la puissance de notre algorithme sur 1000 cancers de type 1. Et parce que le cancer du sein est un des cancers avec le plus grand nombre de cancers différents en fait. Il n'y a pas seulement un type de cancer, il y en a énormément. Et vous avez votre produit disponible, il est utilisé par des médecins ou c'est encore un état de recherche? Alors du coup il est implémenté dans 2 endroits actuellement. Donc il y a l'hôpital Saint-Louis et le KB. Le Kremlin-Bicêtre. Et donc c'est utilisé un peu par les médecins, mais c'est pas encore le pipeline n'est pas encore totalement fini. Ils l'utilisent pas quotidiennement, mais il est implémenté, les médecins l'utilisent et nous aide énormément à comprendre ce que l'algorithme fait, puisque parfois l'algorithme va confondre 2 pathologies. Et on remarque que le médecin a tendance aussi à confondre ces 2 pathologies-là pour certaines raisons. Et on va pouvoir, grâce au retour des médecins dans les différents hôpitaux, améliorer notre algorithme, comprendre nos erreurs, enfin, surtout comprendre nos erreurs, parce que c'est ça qui est très dur en intelligence artificielle, c'est de comprendre les erreurs. Il y a tellement de données qu'on ne comprend pas pourquoi l'intelligence artificielle l'a classifiée dans cette catégorie alors que c'est dans l'autre catégorie. Et les médecins vont pouvoir nous aider, on va pouvoir réparer nos erreurs parce qu'on n'a pas pris un bon niveau de zoom, par exemple. Voilà, il y a des pathologies qui sont toutes petites, il y a des pathologies qui sont grandes, donc il faut adapter le niveau de zoom selon la pathologie. Et ça, nous, on va rien pouvoir y faire en tant que dans l'équipe technique. Il faut falloir qu'on demande aux médecins qui nous expliquent quelle pathologie et quoi. Et du coup, on apprend en anatomopathologie aussi, nous. Une dernière chose, on est dans le domaine médical et donc un logiciel de type IA qui aide à prendre des décisions, c'est un dispositif médical au sens réglementaire du terme. Et donc, par rapport à d'autres sociétés qui sont dans des domaines un peu moins réglementés, nos 2 sociétés en fait sont soumises à des problèmes de certification dispositif médical, etc. Et donc ça ralentit pas mal la mise sur le marché. Donc voilà, il faut en avoir confiance. Il faut en avoir conscience. En fait, c'est très compliqué de commercialiser un logiciel d'aide à la décision. C'est beaucoup plus compliqué en tout cas dans le domaine de la santé, c'est beaucoup plus compliqué que dans d'autres domaines. Malheureusement. Merci. Donc on est en face à droite.